de retour sur le balado Être femme. Je m'appelle Isabelle Labrie, je suis physiothérapeute et aujourd'hui, je parle d'allaitement avec Marie-Ève Bergeron qui est aussi physio. Allô Marie-Ève? Allô, allô? Merci de venir sur mon podcast pour parler d'un sujet vraiment important en périnatalité. On apprend sur ce sujet-là quand on devient maman, quand on devient parent, puis c'est un peu mythique. Quand on va essayer de démystifier ensemble là, tous les aspects de l'allaitement. Fait que je te laisse te présenter. Parle-nous un peu de ton background professionnel puis de tes expériences par rapport à l'allaitement. Eh bien, d'abord, vraiment merci pour l'invitation, là. Je trouve ça formidable ce que tu fais, pour la santé de la femme, puis, c'est vraiment un super beau format. Dans le fond, moi, j'ai plusieurs chapeaux, c'est ça. Je suis, physiothérapeute depuis, 2008, je pense pas mal l'angle, là, avec lequel on va jaser aujourd'hui. Moi, avant, là, j'ai commencé, physio du sport, là, vraiment, je suivais des équipes sportives, le football, j'étais très loin de où je suis arrivée, aujourd'hui. Mais effectivement que, la maternité est arrivée. Tu sais, tu disais souvent avec la maternité, c'est là qu'on apprend sur l'allaitement, alors que comme professionnel de la santé, que nous, comme physiothérapeute, on a 0 minute là, qui s'accorde à parler d'allaitement là, pendant notre cursus. Là, on y viendra. Donc c'est ça, pour en revenir un peu à mes chapeaux. J'ai donc le chapeau de physio qui s'est converti en santé de la femme là, justement il y a plus de 10 ans et qui consacre là, toute ma pratique là, en périnatalité. Donc avec la santé de la femme depuis une dizaine d'années et en fait avec la pédiatrie depuis ma graduation en 2008. Donc ce qui a amené à vraiment bonifier les services, particulièrement en périnatalité. Donc vraiment de considérer le bébé, la maman, la famille aussi vraiment tout ensemble dans la prise en charge et non pas comme avec des catégories séparées. Puis l'allaitement, ça nous permet aussi justement cette perspective. Fait que ça me fait vraiment plaisir de partager ces découvertes avec vous. Donc mon chapeau de mère, évidemment, là, je suis mère de 2 enfants. Donc c'est sûr que ça vient aussi avec une perspective nouvelle, puis avec effectivement le choc, il y a tellement de choses importantes à savoir. Que comme professionnelle de la santé, j'aidais des familles et des bébés, puis je n'étais aucunement au courant de tout ça. Donc, ça a été vraiment un choc, je dirais, dès les premières fois que j'avais mis mon bébé au sein à l'hôpital, de me dire, mais pourquoi c'est si important et qu'on m'en avait jamais parlé? Donc ça l'a définitivement mené à une réflexion. Ça m'a amené à ouvrir une clinique de physiothérapie en périnatalité à Trois-Rivières. Donc maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe, on est super dynamique et à aussi me dire qu'il fallait au moins en savoir davantage sur l'allaitement comme professionnelle de la santé. Donc je suis devenue, formatrice avec Bioéducation. J'ai collaboré à écrire un blog. Je pense que ça a commencé la première fois où je me suis prononcée sur la question, avec, une conférence à l'hôpital Sainte-Justine que j'avais invité aussi une infirmière IBCLC, avec moi. Parce que oui, je suis aussi IBCLC, j'ai oublié de mentionner ça. Suite à la découverte de l'allaitement avec mon enfant, et au choc que j'en connaissais pas suffisamment pour continuer à recevoir des familles dans mon bureau, je suis devenue marraine d'allaitement en apprendre davantage. J'ai vraiment eu la piqûre sur cette relation d'aide-là et justement tout ce qui était à rajouter dans mon bagage sur la périnatalité. Et j'étais allée rejoindre un groupe de principalement des infirmières, mais il y avait une sage-femme, il y avait aussi une médecin dans la cohorte pour étudier vraiment ensemble sur une période d'1 an et bonifier à mon expérience de marraine d'allaitement, devenir ainsi accréditée IBCLC. Euh, on y reviendra peut-être tantôt. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une IBCLC? Mais bref, tout ça a fait que ça m'a permis d'approfondir ce sujet-là. Et je dois juste mettre sur table qu'actuellement, dans ma pratique, je travaille comme physiothérapeute et comme étudiante à la recherche aussi. Mes connaissances du BCLC me servent à enrichir et à bonifier mon approche de physiothérapeute. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là que je l'amène. Et mes connaissances, compétences du BCLC sont mis à profit aussi dans mon rôle en recherche. Parce que justement, toute cette curiosité d'en apprendre davantage et ce besoin de rajouter, finalement, d'innover un peu dans ce secteur-là, m'a amené à joindre le laboratoire de santé pelvienne à l'Université de Sherbrooke avec la professeure Mélanie Morin, fabuleuse équipe aussi, et dans laquelle j'ai justement fait un projet de recherche spécifique à l'allaitement, puis j'étais allée dans des congrès et ça se poursuit, là. J'ai des conférences, des congrès et autres qui me permettent justement d'avoir le privilège de partager un peu tout ce que j'ai creusé sur ces notions-là, puis tout ce qui reste définitivement encore à faire pour la suite. Félicitations pour tous ces chapeaux-là.
Puis honnêtement, tu sais, ça prend de la recherche, justement, des gens qui s'impliquent en recherche comme toi pour des sujets si importants. Fait que bravo vraiment de ton implication. Tu as parlé rapidement du rôle d'IBCLC. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu c'est quoi la différence entre, par exemple, une infirmière ou une physio qui va s'intéresser à l'allaitement? Qu'est-ce qui distingue un peu ces différentes professions-là? Eh oui, c'est une excellente question. En fait, ça aussi, c'est vraiment en développement. L'accréditation IBCLC, c'est international, dans le fond. Donc, c'est vraiment un cursus assez rigoureux avec des normes internationales. Donc, on peut faire différents cursus. Moi, j'avais fait, dans le fond, 1000 heures de bénévolat, finalement, d'être sur rappel la fin de semaine, le soir, de suivre des mamans, d'aller à la maison. C'est ce qui amène aussi une perspective nouvelle. Tu sais, en physiothérapie, c'est rare là, qu'on va voir une mère qui vient d'accoucher le jour même. Là. Dans le cadre de pratique actuelle, c'est pas quelque chose qui était mis de l'avant. Donc, toute l'expérience comme marraine d'allaitement venait bonifier le profil A, je crois, si je me trompe pas, justement, qui disait donc que ça nous prenait être professionnel de la santé en partant pour avoir des bases. Ensuite, un 1000 heures de bénévolat. Ensuite, un 90 heures de formation aussi supplémentaire. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait avec le cursus là, pendant 1 an ici au CIUS de la Mauricie qui m'ont accueilli avec elle. Là. Il y avait donc des infirmières payées sur leur temps pour elles approfondir leurs connaissances en allaitement pour porter ce chapeau-là et j'ai pu me joindre à cette cohorte et dans le fond, suite à toutes ces études-là, on s'inscrit à un examen. On a des frais aussi à payer et c'est un examen. Ils m'ont dit, t'arrives là, il faut que tu remontes tes manches, être sûr que t'as pas écrit les réponses sur tes bras, sur tes chevilles. C'est très, très rigoureux. Euh, donc, et là, suite à cet examen-là, il y a vraiment un cursus de formation. Tu sais, je viens de terminer, là j'ai renouvelé. Ça fait 6 ans que je suis BCLC depuis 2020. Donc, après 5 ans, il a fallu que je renouvelle, tu sais, dans chaque catégorie qui est demandée, les heures de formation que j'ai fait là-dedans. Bon, moi, la recherche que j'ai fait comptait, là, définitivement. Mais est-ce que tu pratiques là-dedans aussi? Parce que tu peux pas pratiquer puis continuer de dire peut-être des choses erronées aux gens. Actuellement, je dirais le gold standard. Je sais pas comment l'étalon d'or pour les soins en allaitement. Là, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour du monde de l'allaitement avec des petits bouts de portions dans lesquelles ils sont plus spécifiques. L'IBCLC a vraiment comme une vision d'ensemble sur tout ça, va suivre encore une complémentarité du bébé et la maman en même temps. Et ce qui est encore à construire au Québec, c'est que c'est pas les infirmières qui font ça souvent sont pas rémunérées davantage que les autres qui ont pas tout fait ce parcours-là. Ils ont pas des postes protégés nécessairement. C'est très différent d'un centre à l'autre malgré le grand besoin qu'on a. Donc, étonnamment, quand on va accoucher, l'infirmière qui est là souvent n'a pas tant d'heures que ça très précises sur l'allaitement nécessairement, ou du moins il y a une grande variabilité des personnes avec qui on va rencontrer au niveau des différents professionnels de la santé. Donc, l'accréditation IBCLC vient comme mettre en lumière tout le sérieux de la démarche et finalement la perspective plus globale de tout ce qui peut entourer l'allaitement. Puis, il y a une association au Québec des IBCLC, justement. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou je me suis trop Oui, égare. ben oui. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un cursus assez, tu sais, costaud, là, de formation. Puis, dans le fond, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de terrain, ce que j'entends aussi. Fait que, tu sais, je pense que toi, tu as vraiment une expertise qui est quasiment, pratiquement unique au Québec, là, parce que tu as tous ces chapeaux-là. En plus, tu fais de la recherche. Comme physiothérapeute, j'avoue que c'est un rôle qui est vraiment peu connu, qui est assez, émergent aussi. Fait que je pense que tu es vraiment comme une des premières au Québec qui va vraiment s'intéresser d'un point de vue physiothérapie, à l'allaitement. Pourquoi, selon toi, là, tu sais, tu l'as dit d'entrée de jeu, on n'en entend pas parler dans notre cursus universitaire. Pourquoi qu'en physio, on parle pas d'allaitement? Puis pourquoi qu'on parle pas d'anatomie du sein, par exemple? Ben, c'est une excellente question. C'est ce qui m'a amené à plonger là-dedans. Mais en fait, je dirais pas juste nous blâmer comme profession, si on peut dire, dans le sens que c'est généralisé, là. J'ai été un peu dans un comité, là, vous vous souvenez sûrement pas, mais en octobre, je crois, 2025, il y a vraiment plusieurs ordres professionnels, là, je dirais une douzaine de mémoires, là, à revalider, là, on pourra mettre les liens après, qui se sont prononcés sur l'importance de faire de la formation sur l'allaitement dans le cursus universitaire. Il y a le ministère de la Santé, ça aussi, on pourra le mettre
qui ont vraiment fait une formation très de base, là, mais un 7 heures que toute personne qui gravite en périnatalité devrait suivre minimalement pour au moins dépister, pouvoir orienter les familles, les supporter, les référer aux besoins vers les ressources. Donc, ça a été vraiment dénoté à travers de nombreuses professions, le manque de formation spécifique à l'allaitement. Et ben là, ça revient peut-être rejoindre des questions plus féministes ou plus larges de pourquoi on s'est pas intéressé. Tu sais, il y a une collègue en physio là, qui parle beaucoup qui a lancé la campagne Parlons sang. Tu sais, les menstruations, on n'en parle pas. Ben le sein, tu sais, c'est ça, ça a été beaucoup sexualisé. Donc, on n'en parle pas. Je me souviens quand j'avais fait ma formation de physio, plus spécifique en pédiatrie à l'époque, là, au début des années, en 2008, ça fait un bout de temps. Ben, on nous disait quand le bébé boit, tu sais, touche pas à ça, là, dans le sens comme ça. Tu sais, on veut pas le déranger, effectivement. On veut pas être en train de l'étirer pendant qu'il boit au sein de sa mère, mais c'est tout ce que j'avais retenu qui pouvait avoir rapport à l'allaitement. C'était comme, écoute, tu sais, quand il boit, advienne que pourra. Ce qui est pas, c'est vrai que d'être très interventionniste, c'est vraiment pas la solution non plus. Donc, pour quelqu'un qui avait aucune formation spécifique à l'allaitement, c'est peut-être un bon conseil de dire de pas y toucher. Mais je pense qu'on peut aller vraiment plus loin que ça, comprendre mieux. Puis, dans le fond, tu sais, rester dans notre champ de pratique quand même. Là. Je vous disais, moi, je pratique comme physiothérapeute, donc je pèse pas les bébés à la clinique. Là. Tu sais, une consultante en lactation et BCLC pourrait faire la pesée des bébés, tu sais, voir est-ce que le bébé prend bien son poids en collaboration avec médecins, infirmières. Donc, il y a vraiment tout un rôle. Comme physio, on s'assure de rester dans qu'est-ce que la physiothérapie. Tu sais, on parle d'une évaluation neuro-musculo-squelettique, donc la posture, tout ce qu'on fait déjà avec le tonus, mais en rajoutant peut-être un peu plus la musculature orofaciale, une fois qu'on a bien évalué le coût, la force musculaire chez le bébé, ou aussi une compréhension de la douleur chez la maman. Donc, c'est comme d'ajouter des choses à notre champ de pratique qui est déjà là, finalement. Et quand on parle aussi avec d'autres types de suivi que les mères peuvent rencontrer quand ils ont des problèmes d'allaitement, ben il y a d'autres professionnels qui offrent des soins corporels au bébé depuis vraiment de nombreuses années. Mais la physio était complètement absente là, de ce portrait-là. Donc, je crois qu'il y a vraiment une place, et c'est ce qui m'a amené à la recherche, de se dire, ben si on veut offrir quelque chose, il faut aussi que ça soit validé sur la science, qu'il y ait une efficacité. Tu sais, c'est pas parce qu'on se lève un matin puis qu'on se dit, ça me tente de faire ça que c'est pertinent. Donc, de vraiment, avec la recherche, voir qu'est-ce qui est plus appuyé, dans qu'est-ce qu'on peut offrir, tout en restant dans notre champ. Donc, il y a vraiment d'abord un très grand manque de connaissances, un peu généralisé à plusieurs professions, dont la nôtre. Et par la suite, justement, un besoin de préciser comment on peut collaborer, travailler en interdisciplinarité. Beaucoup des choses que j'ai abordé jusqu'à présent dans ce parcours-là. Ça a été en interdisciplinarité. Quand j'ai fait les formations avec BIA Éducation, ben, j'ai été à contacter une pharmacienne qui a été impliquée, une kinésiologue, une physiothérapeute qui avait un background comme kinésiologue, aussi voyons, orthophoniste également, qui avait plus abordé la déglutition, également donc, j'ai rejoint une infirmière aussi, BCLC, qui ont partagé une histoire de cas. Tout ça pour dire qu'il faut pas, comme physio, se dire qu'on est les seuls à aider. Ce serait une grande erreur. Mais on peut épauler davantage dans notre champ de pratique pour aider les mères, les enfants. Mais quand c'est un sujet qui touche autant plusieurs professions, comme tu viens de le nommer, peut-être que c'est là que les gens ils se disent, ben c'est pas un axe réservé à notre pratique ou à notre discipline. Donc, est-ce que ça pourrait expliquer justement le manque de connaissances? Tu sais, tout le monde se dit, ah, ben, tu sais, ça doit être l'infirmière, ça doit être telle autre personne. Fait que tout le monde pèle ça un peu chez le voisin. Est-ce que ça peut expliquer une partie du problème sur le manque de connaissances? Oui, fort probablement de se dire, ben, tu sais, on veut être sûr qu'on a un rôle à jouer si on le propose, mais en apprenant davantage sur l'allaitement, on se rend compte à quel point, justement, d'avoir une bonne stabilité, un tronc stable, un cou qui est quand même capable d'avoir une certaine force, ça va avoir un impact sur comment la langue va agir à même la tétée. La langue a plusieurs muscles intrinsèques qu'on ne s'est pas intéressé, mais il y en a, donc, on va avoir au niveau de l'osioïde, donc à la base du cou, puis on va avoir au niveau du crâne aussi. Donc, si on a une posture avec le cou un peu plus penché
switcher d'un côté à l'autre. Torticolis, plagiocéphalie peut toucher jusqu'à un enfant sur 4, très prévalent. Ben, la langue va s'orchestrer différemment aussi. Le contrôle au niveau de la stabilité de la mandibule aussi peut être différent. Donc, on parle de quelque chose qu'on connaît déjà comme physiothérapeute, mais qu'on avait tendance à voir à 2, 4 mois les bébés plutôt qu'à quelques jours. C'est comme si on n'osait pas aller traiter ou en tout cas proposer, là, supporter les familles plus précocement. Et ça, de supporter les familles plus précocement, ça peut être grandement utile pour le bébé comme tel, mais pour la famille aussi, de pas se retrouver dans un peu, ils s'organisent comme ils peuvent pendant en périnéale, souvent, on voyait les femmes plus 6, 8 semaines aussi après l'accouchement. Donc, ils s'organisent pendant 2 mois. Puis 2 mois après, on arrive. Puis là, on leur donne plein d'exercices pour le bébé s'il y a un torticolis. Puis pour la maman, pour son plancher pelvien. Puis là, tout d'un coup, ils sont bombardés un petit peu. Fait qu'ils sont bombardés à l'hôpital. Ils sont bombardés 2, 4 mois plus tard. Mais entre les deux, advienne que pourra, tu sais. Donc, c'est C'est un peu ça. de voir comment on peut mieux épauler les familles dans quelque chose qui répond mieux à leurs besoins, mais sur toute la continuité, sans rupture de service parce que on a peur de faire quelque chose de pas correct, tu sais. Puis, tu sais, dans ces 2 mois-là, est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, qui quittent l'allaitement ou qui laissent tomber parce qu'ils ont des difficultés qui n'ont pas été accompagnées? Ah oui, ben ça, c'est pas une impression, là, c'est vraiment mais oui, effectivement, c'est des faits. Tu sais, dans le premier mois, justement, il y a beaucoup de femmes qui cessent d'allaiter, puis particulièrement dans les 3 premiers mois aussi. Puis on le sait que quand on rencontre des obstacles, c'est tough, surtout un premier bébé, là, on apprend à être mère, la parentalité, c'est une expérience, là, c'est pas juste, tu sais, c'est vraiment comme, tu sûrement d'autres invités qui en ont parlé là, de la matrescence, mais c'est vraiment comme un changement d'identité, avec beaucoup moins d'heures de sommeil, les hormones toutes bousculées. Donc, c'est vraiment une grande période. Donc, c'est vraiment de voir comment, comme professionnel, on peut épauler les familles, là-dedans, dans des pratiques, validées par la science, là, vraiment qui s'appuient sur des choses qu'on connaît déjà, mais juste de pouvoir l'offrir, être présent, puis, en étant confiant de nos compétences comme professionnels de la santé. Je pense que ça peut définitivement, sauver, des allaitements aussi. Puis, il y a de nombreux bienfaits pour l'allaitement, là, on pourra Ah en ouais, on va en les revenir énoncer. tantôt. Mais tout ça pour dire que c'est pas pour forcer les gens à allaiter, loin de là. C'est vraiment une question de supporter celles qui veulent le faire en étant outillées finalement un peu plus. Mais j'ai l'impression que le message qui est encore véhiculé au niveau de la société, c'est que l'allaitement, c'est quelque chose de naturel, ça devrait se faire tout seul. Tu sais, on accouche, mettre le bébé sur la maman, puis là, hop, le bébé, il va monter, il va ramper, il va aller au sein, puis là, ça va être tout parfait. Est-ce que la réalité, c'est ça? Ou je pense qu'on a comme un peu idéalisé le principe naturel de l'allaitement? Ouais, il y a tellement d'éléments dans cette question-là. Ben, tout d'abord, un bébé qui naît suite à une naissance physiologique, justement, qui a pas eu d'ajout du support médical, là, pour la naissance, effectivement, qui va avoir des réflexes plus éveillés qui vont l'amener, comme on peut le voir dans des vidéos, à ramper vers le sein. Tu sais, il y a des glandes, là, qui vont vraiment sécréter une odeur qui va s'apparenter au liquide amniotique. Fait que le bébé, il va vouloir retrouver qu'est-ce qu'il connaissait déjà. Le sein, il change de coloration avec la grossesse, il vient plus foncé aussi, donc le bébé est plus capable de le repérer. Donc, il y a vraiment plein d'éléments, effectivement, biologiques qui sont là pour supporter, aider l'établissement de l'allaitement. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent, justement, débalancer tout ça. Donc, entre autres, c'est ressorti aussi dans ma recherche, mais dans vraiment plein d'autres éléments, le fait de ne pas avoir assez de connaissances sur, l'allaitement avant l'accouchement, de pas avoir assez de partage, de voir ça peut être quoi un peu les difficultés, les avenues, mais surtout les ressources, puis des connaissances qui sont pas, bombardées par la pharmaceutique ou, tu sais, vendre des tire-laits ou vendre toutes sortes de trucs, là. Vraiment comme aller dans les centres communautaires ou des trucs vraiment plus, basés sur vraiment la femme, elle, comment elle se prépare, mais sans s'équiper de plein de choses, inutilement. Donc ça aussi, on a ça, là, dans le monde de la maternité, beaucoup de marketing, beaucoup d'informations qui viennent rajouter une couche de flou, de «Mon Dieu que c'est compliqué tout ça
ça nous prend tellement de choses, ça coûte cher. Ça en est une interférence. Le processus de la naissance aussi, il peut y avoir des choses qui complexifient justement, qui vont faire que le bébé, ça va être un peu différent. Si on a une césarienne, entre autres, ça va être aussi un peu différent. Il y a des choses qu'on peut se préparer pour aider aussi. Mon projet de recherche est sur les douleurs périnéales après un accouchement vaginal. Donc, est-ce que le fait d'avoir plus de déchirures, donc plus de douleurs, impacte aussi l'allaitement? Donc, il y a plusieurs choses liées à l'accouchement comme tel qui peuvent avoir une influence, des connaissances avant aussi. Puis après ça, il y a un paquet de facteurs. Tu sais, juste pour donner une idée, dans ma recherche, j'en ai recensé comme 19 là, qu'on a voulu vraiment comme évaluer un par un pour voir lesquels dans notre groupe avaient une influence. Il y a l'initiative Amis des bébés qui recense des choses autant organisationnelles dans le lieu de naissance que dans le fait d'avoir bébé toujours près de soi. Il y a vraiment, vraiment de nombreux facteurs qui peuvent contribuer et une méconnaissance aussi de c'est quoi l'allaitement. Tu sais, dans les lieux publics, on voit-tu beaucoup des mères allaitées un peu plus, mais tu sais, les mères ont encore tendance à vouloir se cacher, à faire ça un peu plus en retrait, dans une salle d'allaitement fermée au loin, parce qu'elles se sentent pas toujours à l'aise. C'est protégé par la loi d'allaiter, ou bon nous semble, là. Mais c'est sûr que comme la société a un peu sexualisé, je dis un peu beaucoup, le sein, pour différentes raisons encore, peut-être marketing et sociétal, bien, les femmes se sentent moins à l'aise des fois d'allaiter. Donc, ce qu'on voit pas dès le plus jeune âge, on le reproduit pas après. Tu sais, je me souviens, moi, j'ai allaité ma première, puis mon deuxième, il y a eu plusieurs années de différence entre les deux, là. Donc, elle avait 5 ans quand le deuxième est né, puis ma fille, ma propre fille, là, vous savez comment je suis mobilisée pour l'allaitement et le support des femmes, bien, elle donnait des biberons à son bébé. C'est ça qu'elle voyait à la garderie, puis comme dans son entourage, j'avais pas eu d'autres enfants. Puis quand que j'ai eu un autre enfant puis qu'elle m'a vu plus allaiter, là, elle a comme posé des questions puis elle a plus compris. Donc, on apprend aussi par imitation, les bébés, autant quand ils grandissent que nous-mêmes comme adultes. Donc, on va aussi, ça va avoir une influence qu'on voit dans la sphère publique, les politiques, la société en général. Donc, c'est pour ça que je me suis peut-être égarée dans ma réponse, mais il y a tellement de facteurs qui font que c'est pas si simple, effectivement, mais c'est pas non plus si compliqué que ça si on enlève des interférences finalement. Et si on s'outille à aller chercher des outils, puis en respectant son propre niveau. Tu sais, il y a des gens qui sont plus à l'aise et en confiance quand ils savent pas mal tout à l'avance. Puis il y en a d'autres qui vont se sentir aussi bousculés, tu sais, si on leur arrive avec 28 feuillets de ça, c'est à faire, ou ici ou ça. Donc, il faut respecter aussi chaque personne, répondre à leurs questions quand il y en a, être présent quand il y a des enjeux. C'est vraiment là que le support va prendre tout son sens. Puis, il y a quand même beaucoup de choses bien faites par, tu sais, entre autres, l'espèce de grosse brique là, qui est donnée à chaque femme enceinte quand ils vont ou parents adoptants. Il y a quand même des sections quand même bien faites là, au niveau de plein de sujets de la périnatalité. Donc, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de réinventer la roue, mais qu'on peut juste savoir est-ce que ça existe, comment s'y référer, revalider, tu sais, des parents ils reçoivent tellement de choses, revalider où est-ce qu'ils peuvent aller chercher l'information. Finalement, ça peut faire toute la différence entre vraiment être soi-même débordé, risquer des problématiques même de santé mentale quand on se sent pas outillé pour n'importe quel enjeu de la maternité. Et aussi, si on le souhaite, poursuivre l'allaitement parce que là, on a eu plus de support où ce qu'on en avait besoin. Puis, tu sais, tu as parlé rapidement des obstacles. Est-ce que tu peux me nommer c'est quoi les principaux obstacles qui font qu'un allaitement va être plus difficile à installer ou que carrément la personne va décider de quitter l'allaitement? Tu as parlé de césarienne. Est-ce que tu as d'autres exemples? Puis, est-ce que c'est en lien avec la quantité de lait, fait que la lactation, ou c'est vraiment par rapport plus à la prise au sein? Oui, ça aussi, ça peut rejoindre vraiment de nombreux éléments. Bien, il y a c'est un point important. Peut-être je vais commencer avec la perception de manque de lait. Donc, dans le fond, c'est quelque chose qui est vraiment quand même souvent décrit, en fait, c'est à voir selon les cas. Effectivement, il peut y avoir de nombreuses causes. Il peut y avoir des causes biologiques, effectivement. Très rarement, il y a un sein qui pourrait avoir moins de glandes mammaires qui pourrait amener aussi des enjeux. Souvent, plus qu'on a de bébés, par exemple, plus que notre production peut être un peu plus marquée là, d'un bébé à l'autre. C'est ce qui peut être rassurant. Ensuite, ben, les seins vont s'adapter, l'offre et la demande. Donc, effectivement, si le bébé a des enjeux médicaux, tu sais, il y a une jaunisse, il y a quelque chose, donc il va être
être moins capable de prendre le lait, il y a le sein est moins stimulé, il y a moins de lait, ça fait un cercle vicieux, pas nécessairement dans le bon sens. Si on se fie à beaucoup des choses de: «Je regarde l'horloge, faut que je fasse 20 minutes, faut que je fasse telle chose», c'est vraiment une question d'essayer de retrouver un peu ce qui est plus physiologique, tu sais, de regarder son bébé. Même le téléphone maintenant est quand même décrit comme quelque chose que si quand on regarde le téléphone, on regarde pas le bébé, on perd un peu le signal avec nos propres, puis ça, c'est pas juste dans la maternité là, qu'on perd un peu le signal avec nos propres signaux physiologiques. Donc si la mère a des complications, si elle a une hémorragie, s'il reste un bout de placenta aussi qui a pas été expulsé, ça, c'est la lactogenèse, ça va pas bien fonctionner, il va avoir une problématique aussi. Après ça, si bébé a effectivement il naît prématurément, il va avoir moins de capacité, quoique il y a des techniques, il y a des façons d'entourer ses familles aussi. Il va y avoir aussi, si au niveau de la bouche, il y a des chan tu sais, il y a des particularités anatomiques, il y a les freins de langue aussi qu'on pourrait parler pendant 4 heures de temps, mais qui peuvent aussi amener un peu plus de difficultés. Il y a, si le bébé est un peu plus hypotonique, aussi, donc si on a un enfant, admettons, trisomique, il va avoir des fois des enjeux un peu plus de support. Si le bébé est de très faible poids, les joues seront pas assez épaisses. Donc bref, je t'ai lancé plein, plein, plein de choses. Si on a un enjeu qu'il y a du lait qui reste pris un peu au niveau du sein parce que le bébé arrive pas à bien l'extraire, la mère commence à avoir sa montée de lait, bien on peut avoir des mastites aussi, quand on peut avoir des blessures très souvent rapportées justement au niveau du mamelon. Donc c'est pour dire que ça prend quand même une analyse approfondie et donc du support, oui, mais après ça, une compréhension des enjeux pour pouvoir bien outiller, les familles et peut-être je ferai une petite parenthèse ici là, à travers toutes mes parenthèses. Mais tantôt, on parlait des IBCLC. Ça, tu sais, c'est des consultantes avec tout un cursus rigoureux que je vous décrivais. Mais il y a aussi les marraines d'allaitement que je vous ai parlé, que j'ai déjà été aussi. Juste pour outiller aussi les familles qui pourraient écouter. Les marraines d'allaitement, c'est très utile pour le support aussi de OK, vas-y, t'es capable ou retransmettre les informations aussi quand même de base, mais c'est pas des professionnels de la santé. C'est souvent des mamans qui ont vraiment allaité eux-mêmes leur bébé, généralement à peu près 6 mois peut-être, ça dépend des centres communautaires, puis qu'après ça, ils partagent. C'est vraiment comme ta ressource dans le village là, qui est comme oui, moi j'en ai allaité 2, 3, essaye ça ici, essaye ça là. Donc ils ont leur rôle vraiment crucial et essentiel. Puis c'est vraiment bien d'aller chercher ces outils-là, puis d'appeler, puis d'avoir une marraine d'allaitement. Et après ça, de dire, bon, ben si on a des enjeux plus complexes, voici vers où est-ce qu'on peut aller. On peut essayer de chercher justement une infirmière IBCLC un peu plus certifiée. Il y en a au privé, il y en a quelques-unes au public. Puis on peut voir, est-ce que justement mon bébé il a la tête croche, il y a des enjeux qui font que au niveau du tonus, la posture, ben là, ça serait peut-être plus physio, tu sais, s'il y a déjà des indications, le bébé est né avec un forceps, peut-être que ça l'a influencé aussi, une asymétrie, au niveau du visage. Bref, il pourrait y avoir des éléments, plus physiques que l'on se dirait: «Ah, peut-être un peu plus de la sphère, qu'on peut, supporter en physio, en collaboration», versus un autre, s'il est préma à l'hôpital hospitalisé, ben, ils vont avoir leur IBCLC sur place en général, pour aider, les familles. Donc, selon les enjeux rencontrés, le support peut être vraiment de différentes, façons et peut être, varié, mais vraiment de au moins reconnaître, tu sais, qu'il y a plusieurs obstacles. Puis quand on regarde les femmes qui ont arrêté d'allaiter dans le premier mois, mais il y en a seulement 4 qui disaient: «Moi, c'est ça j'avais prévu». Tu sais, moi, je m'étais dit: «Je donne le colostrum, puis tu sais, c'est ça». Puis ça, c'est parfait là que des femmes veulent ça aussi, c'est se dire les 96 autres peut-être qu'on pourrait, les aider, celles qui ont arrêté plus rapidement que prévu, mais que c'était pas ça leur planning finalement. Donc dans le premier mois, effectivement, c'est vraiment important de pouvoir offrir de l'aide. Puis en termes d'accès aux ressources, là, tu sais, je vais te parler un peu de ma situation. Moi, j'ai eu un accouchement, tu sais, j'étais en grossesse à risque, j'ai eu une césarienne d'urgence à 35 semaines. Bébé, il fait une journée, c'est doit être surveillé à la pouponnière. Fait que là, tu sais, on n'est pas ensemble pendant plusieurs heures. Puis moi, je voulais vraiment allaiter. Fait que là, attends, mais là, finalement, maman arrive pas. Fait que là, il donne un petit peu de préparation, tu sais, prête à boire. Puis là, j'avais donc bien peur que ça gâche mon allaitement parce que mais tu sais, j'avais clairement pas ma montée laiteuse, là, tu sais, j'ai fait une hémorragie, transfusée, tu sais, j'avais tous les facteurs pour que ça fonctionne pas bien, on s'entend. Puis
J'ai quand même persévéré, mais tu sais, en termes de ressources, là, il y avait une infirmière à la pouponnière, tu sais, qui m'a aidée, qui m'a donné une tétrelle. Mon garçon aussi, il a une asymétrie au niveau de la bouche. Fait que, tu sais, on avait vraiment tous les facteurs pour que ça se passe pas bien. Mais tu sais, on m'a jamais proposé justement, tu sais, au congé d'avoir un suivi avec le CLSC ou avec une infirmière, une IPCLC. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, tu sais, un enjeu de ressources? Parce qu'on s'entend que, tu sais, dans une situation comme ça, on a beaucoup de choses à gérer. Là, il faut faire peser le bébé parce que, tu sais, il est pas loin de pas avoir le poids suffisant pour avoir congé. Fait que là, tu sais, beaucoup de choses. Maman essaye de se remettre aussi de tout ça. Est-ce qu'on aurait une façon de faciliter l'accès aux ressources en allaitement pour s'assurer qu'on donne toutes les chances que ça fonctionne? C'est une excellente question, qui irait, dans la santé publique. Tu sais, vraiment, là, l'allaitement, là, c'est peut-être là que je vais parler brièvement des bienfaits, là, pour justifier l'importance de ton propos, de dire: «Crime, moi, je voulais allaiter, j'ai eu X, Y, obstacles, justement, là, que tu as parcouru». Mon Dieu, c'est quelque chose, hein, quand on tout ça nous frappe et de dire: ben pourquoi comme société, on devrait faire mieux», tu sais? Dans le fond, l'allaitement, là, ça va aider à avoir une diminution du risque du cancer du sein, aussi au niveau au niveau de l'utérus de la maman, ça va diminuer les risques de développer, un diabète aussi, là, de plus en plus, on voit ça. Puis ça va aussi jouer un rôle au niveau de la récupération de l'utérus qui va récupérer un peu plus rapidement. L'espacement des naissances aussi, bon, c'est sûr que là, c'est très variable d'une femme à l'autre, le retour des règles, mais globalement, d'un point de vue statistique, ça joue quand même un certain rôle dans l'espacement des naissances également. Mais au niveau du bébé également, on a une diminution du risque de développer des leucémies pendant l'enfance, diminution du risque de mourir de la mort subite du nourrisson quand même. On a aussi diminution, particulièrement chez les prémas, d'avoir la nécrocolite ankylosante, donc maladie très grave pouvant être mortelle là, au niveau du système intestinal. Diminution du risque d'avoir des complications aussi, des maladies respiratoires, gastro-intestinales, particulièrement importantes chez les prémas aussi. Donc également, au niveau de même de la dentition, il va y avoir aussi des éléments. Donc, il y a la malocclusion aussi et j'en échappe là parce qu'il y en a. Tout ça, ça l'a amené la création de la banque, Emma Québec, tu sais, qui fournit, du lait, vraiment, donné par d'autres mères aux bébés prématurés. Mais au Québec, tu sais, actuellement, je pense qu'ils fournissent les 32, tu sais, les plus grands prématurés que ce que vous avez rencontré parce qu'on se dit: «C'est tellement important d'avoir, du lait maternel pour les petits prémas, qu'on fait une banque, comme une banque de sang finalement, donc une banque de lait, qui permet de supporter leur système immunitaire. Le mieux, c'est le lait des mamans, comme justement, même si, on accouche plus prématurément avec le tire-lait, c'est sûr que c'est des enjeux, mais on peut arriver à extraire du lait. Puis même avant l'accouchement maintenant, on peut faire des seringues de colostrum, qui peuvent être données au bébé aussi, après. Donc, bref, plusieurs choses qui peuvent être mises en place pour essayer de supporter le plus possible l'allaitement d'un point de vue de données probantes. C'est une évidence. Ça sauverait des millions de dollars dans les systèmes de santé publique au niveau tant des hospitalisations qu'il y a des mortalités trop précoces, là, infantiles ou maternelles, là, en raison des causes que je vous ai nommées tantôt. Donc après ça, pourquoi qu'on le fait pas? Ben là, faudrait peut-être parler à des politiciens. Ça va sortir un peu de mon cadre parce que ben, c'est de la prévention. L'allaitement, c'est de la santé publique, mais c'est pas juste de la prévention, mais c'est vu comme tel. Donc, sont où les enveloppes? Comment les gens sont payés pour faire tout ça? C'est encore trop peu là, ce qui se fait au Québec. Et comment on pourrait faire mieux? Ben là, c'est sûr, moi, je suis au privé. Hein, fait que comme au privé ou même je vais dans les centres communautaires là, faire des ateliers prénataux. Je fais une fin de semaine de garde de temps en temps de marraine d'allaitement, comme je vous disais. Donc, c'est sûr que quand on n'est pas dans le système public, je suis pas la meilleure personne pour parler de tout ce qui peut aller bien ou qui va moins bien, mais je peux dire qu'on voit des choses qui tombent entre les mailles du filet social à cet égard. Donc, on rattrape comme on peut. Et par la recherche, j'espère justement conscientiser, peut-être justement que dans les universités, il y ait plus de formation, conscientiser des professionnels parce que au moins de savoir que
ça peut exister des problématiques, puis qu'il peut avoir des ressources et au moins de les proposer, tu sais, même si c'est au privé en ce moment. Tu sais, comme je sais, en Mauricie, ils ont comme tout un inventaire là, de personnes qui peuvent aider l'allaitement, justement. Donc, il y a notre clinique, mais il y en a d'autres aussi. Donc, toute personne qui est qualifiée dans le domaine, ils peuvent donner ça aux familles. Donc, est-ce que ça serait le fun, tu sais, que justement, quand tu quittes une unité néonatale, il y ait quelque chose? Mais même là, ça serait le fun qu'il y ait des IBCLC plus présentes et davantage dans les hôpitaux. Pourquoi il y a tant de personnes qui travaillent auprès des bébés, des enfants, malades ou pas, puis qui ont pas tant de connaissances sur l'allaitement? C'est déjà un peu choquant. Fait que c'est sûr que c'est malheureux parce que des histoires comme la vôtre, on en entend vraiment souvent, puis on fait notre possible là, quand on n'est pas dans le système, mais c'est sûr que j'aimerais bien que ça soit plus universel et accessible à tous. Puis c'est un peu ça l'implication dans la recherche, puis dans des conférences, puis dans des congrès, pour aller comme sensibiliser finalement à l'importance. Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux politiques et financiers aussi en arrière de tout ça, et même organisationnels, là, probablement. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on sait que le budget en santé publique au Québec, c'est moins de 2 de tout le budget, là. Donc, tu sais, je pense qu'on essaye de faire, toujours mieux avec aucune ressource. Donc, tu sais, l'allaitement, c'est ça. Je pense que dans la perception au niveau de la société, au niveau des paliers gouvernementaux, c'est encore perçu comme quelque chose de tellement naturel qui se fait tout seul, donc on va pas investir là-dedans, alors que c'est pas ça la réalité sur le terrain. Tu as parlé de tous les bienfaits là, de l'allaitement. Est-ce que toi, parce que tu sais, je pense qu'on entend souvent dire, moi, j'avais fait le choix, par exemple, là, une maman qui dit, moi, j'ai fait le choix de ne pas allaiter, puis quand je suis allée à l'hôpital accoucher, on m'a mis énormément de pression pour que j'allaite malgré tout. On n'a pas respecté mon choix parce que là, on essayait de me vendre tous les bienfaits de l'allaitement. Tu sais, tu les as bien nommés. Effectivement, c'est des bienfaits substantiels. Mais après ça, quand on fait le choix comme parent de ne pas allaiter, est-ce qu'on a encore ce discours-là dans les milieux de soins qu'on essaie de convaincre ou de faire changer d'idée les parents qui décident de ne pas allaiter? Ouais, tu mets le doigt sur un autre élément vraiment, important là, qu'on rencontre. Je pense que les gens justement ont essayé de faire de leur mieux pour, valoriser les bienfaits justement, mais c'est tout le temps un équilibre dans le fond. Tu sais, on veut supporter, on veut outiller, on veut informer, puis après ça, effectivement, quand quelqu'un prend une décision avec le consentement éclairé d'avoir eu les informations, bien on supporte la famille, également. Donc après ça, peut-être que c'est une question de manque de tact ou de pas reconnaissance ou de pas savoir des fois, tu sais, si, l'infirmière, elle a un listing avec, je sais pas, 15 familles à voir, puis là, elle sait pas trop, elle allaitait-tu, elle allaitait-tu pas, où c'est que je suis rendue dans ma journée. J'ai 8 protocoles à appliquer avec, je suis pas infirmière, là, je fais juste, amener ce qui fait que malheureusement, c'est pas ça le but, là, de mettre de la pression sur les femmes. On a tellement de pression sur tellement de choses qu'il faudrait faire ou pas faire. On a des listes complètes, des livres, des livrets, des affaires. Fait que c'est vraiment une question de, je pense, comme professionnels, si nous-mêmes, on est mieux informés, outillés, on va être capable de mieux guider les familles accompagnées, effectivement. Donc, vraiment, puis au préalable, tu sais, si dans la société, c'est plus normalisé, effectivement, que l'allaitement, ça fait partie de pourquoi les seins existent chez une femme, là, c'est physiologiquement, biologiquement, la fonction primaire, finalement. Euh, donc, si à la base, c'est un peu plus, dans les éléments, bien après ça, c'est comme plusieurs autres choix dans la vie, là. On peut, décider de faire écouter la télé à son enfant pendant qu'on prépare à souper. On peut tu sais, on est conscient après ça de voir: «OK, bon, ben, moi, j'ai pris ce choix-là pour ma famille, voici». Puis effectivement, pas culpabiliser les femmes, qui ont déjà, tellement de choses à essayer de gérer, même les familles, c'est pas juste les femmes. Donc, mais c'est vraiment une question de santé publique puis de dire, ben à la base, c'est pour ça que le comité de formation des professionnels de la santé au Québec avait émis, tu sais, un communiqué avec plusieurs ordres professionnels, dont le nôtre, les physiothérapeutes, de dire, OK, on va s'engager que nos professionnels soient un peu plus outillés, tu sais, dans le fond, parce que justement, pas répandre des mythes ou des fausses informations aux familles qui vont venir finalement influencer des choses si c'est pas validé par la science. Donc, tantôt, ce que je vous ai partagé, c'est vraiment des données solides, là. Et c'est ce qui m'avait, entre autres, un peu choqué de dire c'est tellement appuyé de façon évidente par rapport à des fois d'autres choses qu'on se fait offrir dans la vie, en traitement ou qu'on peut faire. C'est même pas questionnable, là. C'est des données, tu sais,
épidémiologique avec des milliers de personnes, puis à travers le monde entier. Bref, quand on a un niveau de preuve aussi solide, bien, on devrait au moins être au courant comme professionnel de la santé que ça existe, puis qu'on peut épauler les familles à cet égard-là, mais pas c'est pour ça que je parle beaucoup de soutien, puis d'épauler, de donner de l'information, mais l'idée est pas de culpabiliser personne justement, puis de vraiment respecter les choix de chaque famille. Puis il y a plein tu sais, il y a plein de choses, là. Une femme peut avoir vécu des abus, peut être pas à l'aise, il y a plein de situations qui peuvent exister et dans laquelle on n'est pas, surtout si on a, tu sais, à l'hôpital, tu peux avoir juste 15 minutes, il y a quelqu'un qui passe, ça change de chiffre, tu en as un autre, tu sais, ça donc c'est sûr que tu peux pas connaître toute l'histoire de quelqu'un, là, basée là-dessus. Fait que non, c'est sûr que pour ces expériences-là vraiment, tristes, là, qui sont déplorées, c'est pas non plus quelque chose de bénéfique pour l'allaitement que des femmes aient eu une pression indue de cette façon-là. Possiblement, c'est ça que le modèle de soins actuel peut être le modèle organisationnel peut-être, peut avoir contribué. Puis ça, je vais dévier vers d'autres choses, là, mais la fatigue d'empathie, la fatigue de relation d'aide, ça me fait penser que c'est ça, dans une des formations que je donne avec Bière, il y a une travailleuse sociale aussi qui vient parler, puis qui réfère à un livre, là, c'est Prendre soin de son aidant naturel, justement, dans lequel ça parle de la fatigue empathique, et cetera. Mais nos professionnels de la santé, des fois, dans des organisations très strictes à l'hôpital, peuvent être aussi moins empathiques parce qu'ils sont eux-mêmes affectés aussi par d'autres éléments. Donc, c'est ça, je ne veux pas lancer de pierre à personne là, en disant que c'est multifactoriel tout ça, mais que c'est effectivement quelque chose qui ne devrait pas arriver de rajouter de la pression au lieu de naissance sur les choix d'une famille à travers toute cette grande transition-là. Comme professionnel de la santé, on peut faire mieux. Je vois ça un peu comme le consentement libre et éclairé à n'importe quel type de soins. Fait qu'on informe, on dit les avantages, les inconvénients, les alternatives, qu'est-ce qui arrive si on le fait, si on le fait pas. Puis après ça, la décision, elle revient à la personne que ça concerne. Puis, tu sais, notre partie du travail, elle est terminée, rendue là. Tu sais, on a donné toute l'information qu'on pouvait, on a répondu aux questions, on a fait preuve d'ouverture. Donc, tu sais, je vois pas pourquoi il faudrait rentrer un peu dans le jugement ou dans l'opinion, alors que dans d'autres types de soins, on le fait pas. Ça, c'est ma vision de la chose. Non, non, ben c'est sûr qu'il y a jamais sa place à l'opinion puis au jugement, tu sais, dans notre, c'est que je sais pas pourquoi ben pas je sais pas pourquoi. Comment je pourrais phraser ça? Le vécu, des fois, de chaque personne va dans quelque chose d'aussi intime que l'allaitement un peu retransparaître, dans une certaine Ouais, façon. Donc des fois, effectivement, quelqu'un veut aider en partageant son vécu, mais avec son chapeau de professionnel, puis effectivement, c'est pas toujours, adapté. Donc autant, d'une façon que de l'autre, effectivement, mais là, ça en vient au rôle professionnel comme tel. Comment on va, s'outiller finalement là-dedans, puis aider au mieux. Tu sais, je reviens au manque de formation encore, là, je suis fatigante avec ça, mais si l'infirmière, elle a eu quelques heures sur l'allaitement, elle va repiger dans son bagage à elle un petit peu pour faire son c'est possible. ça, Il y a pas exact. personne un matin qui se lève en se disant: «Hey, moi, là, je veux écœurer les familles, tu sais, je vais les faire sentir coupables ou je veux scraper des allaitements». Il y a pas personne qui se lève le matin en se disant ça, mais des fois, le contexte fait que l'intervention est pas toujours adéquate. Puis la formation au préalable, et là, j'ai nommé un corps de métier, mais vraiment de tous les corps de métier, en physio aussi, là, définitivement, on peut avoir des gens bienveillants qui donnent des informations pas toujours adéquates. Donc, vraiment, ça en revient au cadre professionnel d'essayer de nous-mêmes avoir les meilleures conditions possibles pour évoluer, pour offrir le meilleur de ce qu'on peut faire comme professionnel à la clientèle, patientèle qu'on côtoie. En même temps, la périnatalité, je pense que souvent, il y a comme un peu notre expérience, notre vécu, nos croyances aussi qui vont teinter notre pratique. Donc, si on n'a pas les formations ou les connaissances nécessaires, ben là, rapidement, les croyances peut-être prennent le dessus un petit peu sur ce qu'on va offrir comme soin. On va revenir là, tantôt tu as parlé de la mastite rapidement. Fait que, tu sais, en physio, nous, un des principaux champs de pratique, c'est la douleur. Fait que dans l'allaitement, tu sais, il peut y avoir de la douleur. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la mastite? Puis qu'est-ce qu'on a comme intervention qu'on peut réaliser pour aider ces personnes-là? C'est une bonne question parce que à la base,
avant même d'avoir des enfants ou de m'intéresser à la périnatalité, j'étais physio dans le sportif, l'orthopédie, comme je vous disais. Puis, un moment donné, quelqu'un avait appelé puis avait dit: «Ah, j'ai un problème de mastite». Puis là, on m'avait dit: «Hey», une amie qui avait fait, une formation, de rééducation périnale m'avait dit: «Hey, je t'envoie un protocole, là, d'ultrason. Fait que fais ça, puis mets un peu de chaleur, dis-y de mettre son bébé au sein, ça va bien aller». Donc, à l'époque, j'ai été un peu surprise de tout ça, mais bon, c'est un protocole. Ça avait été référé par quelqu'un de formé. J'ai été épaulée dans cette prise en charge d'il y a très longtemps, avec un questionnement de, ben, tu sais, mettons que quelqu'un se fait une entorse de cheville. Je vais-tu arriver en me disant: «Hey, j'ai un protocole, toutes les entorses de cheville, là, faut faire ça, faut faire un ultrason, puis après ça, ils vont mieux, puis advienne que pourra». Donc, c'est sûr que ça, j'élève ma voix contre ce type de pratique. Si on offre des services à des femmes allaitantes en ce qui concerne la douleur, puis la douleur, ça peut être large, là, ça peut être j'ai mal au cou, j'ai mal à l'épaule pendant que j'allaite, j'ai mal à la mâchoire, j'ai mal au sein comme tel ou j'ai mal au périnée, ben, ça nous prend des bases sur l'allaitement pour justement pas dire n'importe quoi. Puis encore là, on en revient à nos pratiques professionnelles. Quand est-ce qu'on va appliquer une recette un peu n'importe comment? C'est pas une bonne pratique. Ça venait à la base d'un pédiatre là, qui avait dit: «Hey, ce serait une bonne idée de faire ça chez les femmes qui peuvent avoir, entre autres, une mastite». Donc, c'est comme ça que ça s'est transmis dans le temps. Moi, j'en reviens au jugement professionnel. Donc là, c'est pour ça que je dévie un peu de ta question pour adresser ça, de dire si quelqu'un a des douleurs, bien, c'est ça, de voir comment plus largement on peut aider la famille. Qu'est-ce qui peut être fait aussi de données validées par la science, bien établies. Qu'est-ce qui peut être amené auprès de cette famille-là. Et après ça, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Donc là, je reviens donc à ta question plus de la mastite, qui, je pense, venait un peu de ces protocoles-là qui avaient déjà existé. Ce qui arrive dans la mastite, là, je vous ferai pas un détail très précis anatomique, là, c'est qu'il peut avoir, entre autres, suite à une blessure, des bactéries qui migrent finalement au niveau des lobules. Et ça va amener une distanciation, ça va s'écarter finalement là, les cellules là, autour des lobes dans lesquels il y a du lait. Et ça va amener aussi de l'inflammation. Et il va y aussi avoir même des particules qui passent dans le lait maternel qui passeraient pas normalement. Donc, le lait va être plus salé aussi, entre autres, petit fait. Pour le bébé, donc là, le bébé va peut-être même moins vouloir le lait parce qu'il change de goût. Ou aussi, le sein va devenir enflé. Donc, plus enflé, le bébé a plus de misère à s'accrocher sur le sein. Donc là, ça complexifie l'allaitement. Il va être plus sur le bout, va blesser le mamelon. Et ultimement, la mère a très mal aussi. Donc, la mère a mal, mais également, elle peut avoir une zone plus rouge, plus chaude. Et aussi, elle a pas juste mal, elle se sent comme si un camion y avait passé sur le corps. Là. Donc, fièvre, frisson, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis très malade tout d'un coup. Donc, il va y avoir tout un éventail. Donc, évidemment que si la personne fait de la fièvre, qui a des frissons, c'est le médecin. Là. Ça prend des antibiotiques. Physio, rien à voir là-dedans. Donc, les cas qui ont déjà été envoyés, c'était plus des cas où le sein est enflé, il n'y a aucun signal de la mère fait de la fièvre, il n'y a pas de signes infectieux. Puis là, on se disait, OK, est-ce qu'on peut aider ces mères-là? Bon, là, ça, c'est une bonne question parce que les études sont pas si claires là-dessus. Le drainage plus lymphatique, des massages très doux là, pour ramener un peu l'œdème vers les ganglions. On a des ganglions en dessous de la clavicule, au niveau du sternum, en dessous, au niveau axillaire aussi. Donc, ça a été un peu plus mis de l'avant dernièrement. Absolument éviter tout ce qui est massage très vigoureux. Donc, avant, c'était comment on met une brosse à dents électrique, tu sais, si je pense à ce qu'on me disait comme marraine d'allaitement il y a 10 ans. Donc, on masse fort, on pousse pour faire sortir ça, le canal, la bosse qu'il pourrait y avoir au niveau du sein. Ça aussi, on s'éloigne de ça. Donc, en gros, je pense que le message, c'est que c'est complexe puis qu'il faut se former davantage pour savoir à quoi on a affaire. Ne jamais appliquer un protocole parce que Pierre Jean-Jacques nous a dit qu'il faudrait faire ça. Vraiment, en aucun cas. Puis comme physiothérapeute, les fois où ce que j'ai été plus utile dans un cas de douleur, justement, c'est plus quand c'est chronique, je dirais. Elle a déjà eu une conseillère IBCLC, une consultante qui l'a vue. Puis là, elle a plus d'infection, elle a plus de... On n'est pas dans le inflammatoire, mais c'est comme ça revient tout le temps. Elle a comme toujours mal. Puis le mamelon, ben, il est innervé de T2 à T4 aussi au niveau thoracique. Donc, des fois, des femmes qui avaient eu des accidents de voiture, des trucs particuliers à l'épaule. Donc là, vous voyez
que ça commence à être de quoi qui nous dit quelque chose comme physiothérapeute. Je vais regarder la mobilité, il y a des tensions dans le pectoraux, je vais regarder, donc là, je vais voir avec une analyse physiothérapeutique, comment je peux aider en ajout à ce qui s'est déjà fait. Donc vraiment les physios, on n'a pas notre place pour la mastite. Pour les canaux lactifères bloqués, donc les douleurs un peu plus présentes, il pourrait y avoir certains types de massages doux, donner des conseils surtout et valider la prise du bébé. Parce que s'il y a du lait qui a stagné là, qui a pu générer des problématiques, mais dans le fond, des fois, c'est que le bébé a une problématique. Donc, de voir, ah, OK, bon, ben là, le bébé, finalement, il y a telle chose qu'on peut adresser en physio. Il manque 15 degrés de rotation d'un côté. Il y a un sein qui draine pas parce que, justement, il est capable juste de bien boire d'un côté. Ah, ben là, je vais prendre mes connaissances de physiothérapeute comme je traiterais un torticolis, mais plus petit, puis plus jeune, parce que là, ils sont souvent plus jeunes quand ça leur arrive. Donc, c'est vraiment de jamais perdre notre chapeau de physio. Des fois, il y a des physios qui m'écrivent: «Ah, ça m'intéresse l'allaitement, tu sais, un peu, qu'est-ce qu'on fait avec je deviens-tu IBCLC?» Puis je pense qu'il faut garder notre chapeau de physiothérapeute, tu sais, en référer à qu'est-ce qu'on connaît déjà, en santé de la femme avec le bébé et y rajouter à ça l'allaitement, y être conscientisé parce qu'on ne l'était pas avant et dans notre cadre professionnel, après ça, utiliser le jugement de mieux comprendre les pathologies qui peuvent arriver, dont la mastite que tu viens de nommer, pour voir, OK, ça, c'est-tu quelque chose, que c'est plus le médecin que je réfère avec une note bien détaillée? C'est-tu plus tel autre élément? C'est-tu plus un problème que son tire-lait est mal ajusté? Fait que là, le lait, donc, dans l'histoire, la mère m'a dit qu'elle a un tire-lait. Finalement, ça lui fait mal quand elle tire son lait. Donc, c'est vraiment de questionner avec une ouverture, tu sais, dans le subjectif, qu'est-ce qui se passe et de pouvoir orienter. Donc là, ah, OK, une mère qui a eu des accidents, qui a tout le temps des douleurs chroniques au cou, à l'épaule, puis là, elle a de la misère d'un bord. Bon, ben comment je peux aider cette maman-là en bonifiant? Donc, au niveau c'est vraiment d'analyser la dyade au complet, puis après ça, de voir, OK, bon, ben y a-t-il des éléments? OK, si le bébé, tout est beau, OK, ben je pense que comme physio, c'est pas ma sorte, tu sais, c'est pas, une clientèle avec laquelle, donc ça pour arriver à ce jugement-là professionnel et adapté à notre cadre de pratique, il faut d'abord avoir plus de connaissances, puis ça, justement, la recherche, les formations, le fait de s'intéresser, comme dans le Physio Québec, j'ai mis un petit, brief aperçu, là, de ce qu'on peut faire. Bien, je pense que c'est le début avant d'être capable de dire plus précisément qu'est-ce qu'on fait dans telle ou telle chose, pour justement pas, amener des gens qui écoutent un podcast ou autre puis qui font comme: «Hey, moi, je peux faire ça, tu sais, je vais m'afficher, je suis capable de traiter ça», puis qui manquent des éléments de réflexion. Donc la réflexion clinique, là, c'est quelque chose de vraiment essentiel dans tous les aspects, mais en périnade particulièrement parce qu'en plus de notre compréhension approfondie des enjeux, ben il y a aussi 2 personnes minimalement en même temps, plus un autre partenaire ou une autre partenaire aussi qui va teinter l'expérience. Fait que je me suis égarée, mais dis-moi s'il y a des choses Mais que je non, devrais mais c'est une préciser. bonne réponse. Puis dans les autres conditions douloureuses qu'on voit là, tu sais, moi j'ai eu ça aussi, je sais pas comment ça s'appelle là, mais l'espèce de spasme au niveau du mamelon. Fait que mettons, on allait, ça va bien, on décroche le bébé, puis là, whoop, le petit courant d'air fait que ça devient tout blanc, tu sais, que c'est douloureux. Quand on sort de la douche, là, c'est comme si on allait perdre nos mamelons tellement que ça fait mal. Ça, est-ce que ça a un nom? Puis est-ce que ça fait partie du champ de pratique des physios? Bien, ça, c'est le vasospasme. Donc, moi, je dirais que ce qui fait partie du champ de pratique, c'est de reconnaître certaines pathos, puis de voir justement où est-ce qu'on enligne les gens avec ça. Il y a des choses, des fois, qui peuvent être essayées en pharmacie également, entre autres avec le vasospasme. Il y a des conseils d'usage aussi qui sont retrouvés là, dans la brique du mieux-vivre que je vous parlais. Après ça, c'est une réaction un peu au niveau du système nerveux central. Tu sais. Donc, si la mère a super mal, puis il y a des problèmes de prise de sein, bien, il va y avoir aussi souvent un peu plus de vasospasme. Donc, peut-être des conditions associées. Si elle a le syndrome de Raynaud aussi, ça va être plus prévalent. Donc, ça prend vraiment une analyse quand même de la situation pour être capable de déterminer justement la douleur que la maman nous rapporte. C'est-tu quelque chose, tu sais, c'est quelque chose de plus chronique? C'est quelque chose, justement, qui va être associé à, justement, du vasospasme qui a un nom, une certaine, des alternatives, là, déjà appuyées, qui peuvent être amenées. Fait que de discerner effectivement quelles problématiques peuvent être présentes, ça va être grandement aidant. Au niveau de l'allaitement, là, est-ce qu'on a des changements qui vont être induits dans d'autres régions du corps? Entre autres, tu sais, j'avais parlé brièvement du syndrome génito-urinaire de l'allaitement avec Chloé Roy-Richard, qui est aussi une physio, dans le deuxième épisode de mémoire là, du podcast.
Est-ce qu'on a, tu sais, des effets sur d'autres systèmes de notre corps, autres que le sein, par exemple? Ben oui, effectivement, il y a vraiment des changements hormonaux. Tantôt, on parlait aussi, au niveau des menstruations. Donc, avec un allaitement, s'il est exclusif, avec des boires de nuit, et cetera, on va souvent avoir des menstruations qui vont souvent, pas tout le temps, être, vraiment retardées et associées à ça, justement, le syndrome génito-urinaire, plus lié à l'allaitement. Donc, on va avoir, une sécheresse des muqueuses là qui va souvent être plus présente. Donc, ce qui est encore là d'informer les femmes, donc de dire, ah, ben l'utilisation de lubrifiants pourrait être favorisée particulièrement à base de silicone, mais on peut aussi utiliser des hydratants vaginaux en vente libre aussi, sans hormones, donc disponibles en pharmacie également. Aussi les exercices de plancher pelvien. On sait qu'avec les recherches chez les femmes ménopausées, le fait de faire des exercices de plancher pelvien, ça va amener plus de sang dans la région. Fait que ça va rendre la muqueuse plus fluffy, si on veut, et ainsi diminuer les symptômes. Donc, il y a des choses, qui peuvent être, faites définitivement, mais oui, c'est une des choses que les femmes, c'est bien de les conscientiser. Ça se pourrait qu'il y ait un peu de sécheresse, comme ça étonne personne, donc de vraiment savoir que ça existe. Puis je voudrais mettre un petit astérix là de comme pas nécessairement, mettons qu'on est physio-périnéale, puis là, j'ai une femme qui vient parce qu'elle a des douleurs aux relations sexuelles. Oui, dans ma tête, je peux me dire que ça peut contribuer, mais encore faut-il voir à l'évaluation, est-ce qu'il y a de la rougeur, est-ce que les muqueuses donc de pas tout de suite blâmer l'allaitement, je dirais aussi. De vraiment évaluer chaque cas, puis d'ajuster, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est aussi. Ils peuvent avoir aussi des prescriptions de crèmes, d'estrogène plus locales aussi. Donc il peut y avoir différentes choses là qui sont mis en place. Donc oui, c'est ça amène à un état hormonal qui est distinct, mais ça veut pas dire qu'il est problématique. Il faut juste le comprendre, cet état-là aussi, orienter et donner des conseils justes là, et appuyés. Puis, peut-être ici, ça me fait penser, comme tu vois, des fois, je saute du coq à l'âne, là, à la relaxine. Tu sais, les hormones, là, c'est jamais si simple, là, et je suis pas la endocrinologue, là, mais dans le fond, des fois, ce qu'on voit avec le professionnel de la santé, c'est qu'on simplifie trop quelque chose et on perd un peu la perspective. Donc, entre autres, là, il avait été comme compris, en tout cas du moins dans le temps que, là, longtemps, je faisais des formations, que, bon, lié à la grossesse, l'allaitement, tu peux avoir de la relaxine. Puis ça, si ça bouge trop, ben les femmes qui ont des douleurs pelviennes, ben c'est parce que ça bouge trop, tu sais. Puis là, donc, s'il y avait mal, ben des fois, ils pouvaient se faire dire, ben là, tu sais, t'as encore mal au bassin, puis t'allaites, il y a peut-être un impact, tu sais, la relaxine, ça bouge trop. Puis ça, c'est pas appuyé par la science. Donc, de vraiment pas blâmer l'allaitement quand on connaît pas bien les choses. Il y a vraiment, tu sais, il y a des études qui regardaient les femmes avec les douleurs pelviennes, s'ils arrêtent d'allaiter ou pas, ça change-t-il quelque chose? C'est tellement vaste, les douleurs pelviennes. Il y a justement la complexité, tu sais, que je mets en lumière, je pense, depuis le début du podcast, s'applique dans tellement de domaines, de dire, ben attelons-nous à essayer de comprendre avec la recherche, avec la formation, le mieux possible le phénomène avant de donner des conseils qui pourraient être erronés pour que des femmes prennent des décisions finalement basées sur des informations pas tout à fait exactes, qui partent pas d'une mauvaise intention, mais qui sont pas tout à fait justes non plus. Donc, si on veut référer à l'allaitement, avoir au moins suivi la formation de 7 heures là, du ministère que je vous parlais tantôt, c'est gratuit, c'est 7 heures, c'est vrai, des vies des gens, mais c'est gratuit. Il y a plein d'informations gratuites que on peut avoir pour s'assurer de donner des bonnes informations. Donc oui, le syndrome génito-urinaire de la ménopause et de la lactation, ça existe, c'est présent. Je crois qu'il faut le garder en tête. Il faut savoir que c'est là et outiller les femmes. Mais des fois, la femme pourrait avoir de la douleur liée à sa cicatrice qui a zéro rapport avec son allaitement aussi. Donc, de vraiment aller évaluer plus la question pour s'assurer que après ça, la femme est encore là. On en revient au consentement éclairé, là, toutes les informations. OK. Puis en termes de soutien nutritionnel pour la maman, donc par exemple, une maman qui est active, qui reprend son activité physique, mais qui fait un allaitement exclusif, est-ce qu'elle doit changer un peu, tu sais, son hydratation, ses apports, au niveau plus de la nutrition si elle veut carburer son activité physique tout en soutenant son bébé dans l'allaitement?
là, il y a 2 éléments quand même. Au niveau de l'activité physique, il faut savoir qu'il y a tellement plein de bienfaits, justement la qualité du sommeil, diminution du risque de dépression, puis des bienfaits aussi sur la santé cardiovasculaire, osseuse des femmes. Donc, vraiment des épauler le plus possible dans le retour au sport, là, c'est super important dans notre rôle. Et je dirais justement de pas trop complexifier les recommandations. Des fois, les femmes, on veut bien faire, puis on est comme: «Ah là, si tu allaite avant ou fais» mais c'est basé sur rien, tu sais? Fait qu'encore une fois, si on n'a pas d'évidence claire que ça a une plus-value, moi, je me dis: «Laissons les femmes, bouger, puis librement». Donc au niveau de la nutrition, je suis pas nutritionniste, mais l'allaitement, dans le fond, ce que je peux divulguer de façon, de santé publique, c'est que ça c'est peut-être entre 350-500 calories, là, donc qu'est-ce que ça peut représenter l'allaitement et à revalider selon le poids, plein de facteurs, là, l'âge du bébé, bref, avec un nutritionniste qui se connaît plus, particulièrement en sportif, si vous voulez, être épaulé à cet égard. Mais activité physique ou pas, il y a un petit peu plus effectivement de dépenses, caloriques, là, par le fait qu'on nourrit notre enfant et ça peut justement être quand même assez aisément comblé. Pour l'hydratation, vous avez remarqué que, si les femmes, s'il y a des femmes qui ont allaité qui écoutent, que quand on allaite, on a souvent soif. Donc ça, c'est avec la sécrétion d'ocytocine que ça nous fait ça. Ça peut faire ça après un rapport sexuel aussi. Quand il y a une décharge d'ocytocine, ça nous donne soif finalement. Donc c'est d'écouter les sensations de son corps, puis de se fier à la coloration de l'urine aussi là, pour voir, OK, bon, ben est-ce que mon urine est jaune foncé? OK, peut-être que je bois pas assez. Peut-être que j'écoute pas assez mes sensations de soif finalement. Donc, oui, de boire de l'eau, mais c'est pas nécessaire de boire à n'en plus finir. Tu sais, des fois, justement, les mères peuvent, pour bien faire, se dire, hey, là, il faut que je prenne telle affaire, des biscuits de lactation, des trucs, boire plus de ça, pas manger de navire. Bon, bref, il y a plein de choses folkloriques qui sont rapportées et vraiment pas souvent basées là, sur la science. Donc, je pense que le message, c'est que ça peut être vraiment plutôt simple de se connecter à ses propres besoins. Si on a faim, on se rajoute une collation, puis à voir quel type, tu sais, on va te chercher des protéines ou autre. Là, j'irai avec une nutritionniste, mais de dire oui, on peut avoir un peu plus faim, à peu près autour de 500 calories par jour, puis mais qu'on bouge ou qu'on bouge pas. Puis l'allaitement devrait pas être un frein à bouger, là, vraiment, là. Pour les seins, ce qui est confortable pour la mère, tu sais. Donc, on n'a pas besoin de surdonner des informations. Tu sais, au niveau de ça vous prend tel ou tel support ou si la mère est pas confortable, elle va se réajuster là aussi. Donc vraiment de se dire: «OK, on est là. Si la mère, elle veut quelque chose de plus supportant, on peut la guider, par rapport à ça. Mais si elle est bien, il y en a qui courent pas de brassière aussi puis sont heureuses comme ça. C'est un exemple, plus marqué, mais il peut y avoir une grande variabilité, tu sais. Puis au niveau de, la qualité du lait, pour le bébé, ça change pas. Donc les femmes peuvent allaiter avant, après, pendant, tu sais, quand ça leur tente. Puis ils peuvent boire comme elles veulent, de l'eau. Puis elles peuvent manger comme elles veulent aussi. Peut-être juste prévoir qu'elles vont avoir un peu plus faim, l'équivalent de 500 calories. Fait que ça serait pas mal ça, je dirais, au niveau de ce que comme physiothérapeute, on peut savoir qui est noté là, dans les différents éléments. Puis si justement elle a des objectifs, elle veut atteindre des choses, bien il y a des nutritionnistes spécialisés là, en sportif. Là. Moi-même, je n'avais consulté une. Puis justement, comme dans le domaine, tu sais, nous en physio, on peut épauler davantage pour le tonus, justement, les postures, la mobilité, le renforcement. Donc, il y a des éléments que d'autres professionnels peuvent un peu survoler, mais qu'on va être plus expert là-dedans. Fait que je dirais que c'est la même chose un peu avec ce type de questions-là. On peut avoir une base de voici ce qu'il y en est, mais pour les questions plus précises, on collabore finalement avec un réseau autour de nous. Et je pense que ça fait quand même un bon tour d'horizon là, de l'allaitement puis du rôle des physiothérapeutes dans ce champ pratique-là. Si on veut te consulter ou te contacter là, ou te suivre sur les médias sociaux, est-ce que tu peux nommer ta clinique puis c'est quoi tes réseaux sociaux? Oui, donc c'est Marie-Ève Bergeron Physiothérapie. On est une équipe, on a 2 succursales à Shawinigan et Trois-Rivières et j'aimerais aussi parler de mon autre chapeau de recherche. Donc je suis aussi avec le laboratoire de santé pelvienne, là, ce qui est vraiment une équipe, super complète puis engagée là, avec professeure Mélanie Morin et je vais être au défi, média provincial là, à la mi-avril prochain. C'est un défi provincial de vulgarisation scientifique, donc pour parler,
de nos différentes recherches là et c'est vraiment avec grande fierté que je vais y être. Je vais aussi être à la Société d'obstétriciens et gynécologues du Canada en juin aussi également. Puis le congrès de médecine pelvienne, ça c'est en mai aussi, à quelque part là-dedans. Donc ça peut être aussi à travers ces conférences-là. Parce que justement dans l'étude qu'on a faite, qu'on a peut-être pas eu le temps d'aborder là, mais on a quand même réussi à avoir, 236 femmes, qui nous ont rapporté leur expérience du premier accouchement né par voie vaginale, et on avait plein d'informations, entre autres des échographies qui avaient été analysées là par des experts et tout ça et ce qu'on a vu, c'est que l'intensité de la douleur périnéale, parce que je vous parlais de ça précédemment dans le podcast, je voulais au moins en glisser un petit mot. L'intensité de la douleur, périnéale vécu là, lorsque la douleur persistait dans le temps. Donc, quand les femmes là, passaient 8 semaines avaient encore de la douleur, ben, l'intensité de cette douleur-là s'était associée avec une réduction de la durée d'allaitement. Donc, ça met en lumière, entre autres, là, je pense que c'est important de le mentionner, le rôle tu sais, de tous les professionnels, comme je le disais tantôt, mais aussi des physiothérapeutes dans la gestion de la douleur. La douleur périnéale, on s'y connaît comme physiothérapeute et dans le fond, le plus précocement c'est pris en compte, ben, le moins de chances qu'on a quand même que ça se chronicise ou que ça soit encore très élevé à 8 semaines et à 8 semaines après l'accouchement. Et on a des impacts non seulement soutenir la mère comme telle plus précocement et mieux avec son parcours de nouvelle maman au niveau de la douleur qu'elle peut avoir au périnée suite à un accouchement vaginal, mais on peut aussi avoir un impact qui est sur la santé publique par le fait que ça a été statistiquement associé que l'intensité de cette douleur-là réduisait la longueur de l'allaitement dans notre groupe de femmes là, qu'on a suivi. Donc, ça, c'est un petit résumé justement de ce que je vais partager aussi dans les prochains mois. Alors, voilà pour ça. Puis pour les médias sociaux, ben, c'est Instagram, Facebook et Je pourrais mettre tous les liens là, dans la description de l'épisode. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève. Je pense que tu es vraiment une passionnée de l'allaitement et de la physiothérapie en santé de la femme. C'était très intéressant. Donc, au plaisir de te rejaser prochainement. Puis, bonne chance pour tous tes projets là, de recherche et dans les conférences. Je pense que tu es une belle voix pour notre profession là, et l'allaitement. merci tellement pour l'invitation, toi aussi, de donner la parole puis de pouvoir avoir une plateforme pour en parler. C'est vraiment un grand privilège. Puis merci pour ton excellent travail.